Carly Gregg n'a que 14 ans lorsqu'elle commet un acte terrible. Nous sommes le 19 mars 2024 dans la ville de Rankin, au Mississippi. Son procès aura lieu le 16 septembre et il se finit 5 jours après. Bienvenue sur ma chaîne avec Malice et je vous invite à passer un petit moment avec moi où je vous fais découvrir l'histoire stupéfiante et triste de Ashley Smiley et sa fille Carly Gregg. La deuxième partie de la vidéo est consacrée au procès de Carly Gregg et vous allez voir que sa défense est semée d'embûches. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me fait très plaisir et ça me soutient. Le mardi 19 mars 2024, vers 16 h, Carly et sa mère, Ashley Smiley, reviennent du lycée, comme tous les jours de la semaine. Sa mère est enseignante dans le même lycée qu'elle et tous les soirs, elles ont l'habitude de rentrer ensemble après les cours. Mais ce jour-là, la suite des événements est surprenante, inattendue, et les conséquences seront tragiques pour Ashley Smiley et son mari, Yves Smiley. Quand elle rentre chez elle, il n'y a qu'elle et les 2 Golden Retrievers. Yves Smiley, le mari, est encore au travail. Carly sort de la voiture et récupère son sac de cours qui est à l'arrière, alors que sa mère, Ashley, est allée ouvrir la porte d'entrée qui mène à la cuisine. Il y a une caméra de surveillance qui filme dans la cuisine et on les voit toutes les deux en train de poser leurs affaires sur le comptoir. Ce jour-là, Ashley a appris une information très importante sur sa fille. Un copain de Carly est venu la voir pour lui dire que Carly fumait de la marijuana à l'aide de cigarettes électroniques. Ashley part ensuite dans la direction de la chambre de sa fille, à droite. Carly s'inquiète. Elle attend un peu et regarde ce que sa mère fait de loin. Carly décide de sortir promener les chiens. Pendant ce temps, sa mère continue de fouiller la chambre de son adolescente. Et on peut voir qu'à 16h07, elle passe avec une boîte noire dans la main gauche, qu'elle amène vers sa chambre à coucher. On apprendra plus tard que dans cette petite boîte noire, il y avait des vapoteuses, des cigarettes électroniques. Ashley n'en a pas fini. Elle repart vers la chambre de sa fille et continue de fouiller. Vers 16h13, Carly revient. Elle s'avance tranquillement dans la cuisine. Au niveau du couloir, elle cherche sa mère. Elle essaye de savoir d'où viennent les sons et se dirige tranquillement vers sa chambre. Mais d'un pas décidé, elle fait demi-tour pour aller dans la chambre de sa mère. Là, elle saisit un pistolet Magnum 357 qui est placé sous le matelas de sa mère. Ce pistolet est chargé. Elle revient vers la cuisine. Elle dissimule l'arme dans son dos. Carly sait qu'une caméra la filme. Elle vérifie que sa mère n'est pas dans la cuisine. Elle continue vers sa chambre. Puis, trois balles sont tirées. Carly revient dans la cuisine. Toujours l'objet du sinistre est caché dans son dos. Elle s'assoit sur le tabouret du comptoir et se saisit du téléphone blanc de sa mère. On sait qu'elle texte Yves Smiley, son beau-père, et elle écrit ces mots. « Quand rentres-tu à la maison, chérie ?» Quelques secondes après, il répond qu'il finit vers 16h30, mais qu'il sera un peu en retard. Ensuite, Carly sort du champ de la caméra, mais on sait qu'elle texte 4 à 5 amis à elle. Elle leur demande de venir le plus vite possible, qu'il y a une urgence, elle a besoin d'aide. La seule personne qui lui répond, c'est BG. C'est une personne qui est mineure, donc je n'ai pas son nom en entier. BG dit à Carly qu'elle arrive, et elle demande à son père de la déposer devant chez Carly Gregg. Quand elle arrive, Carly lui ouvre la porte, et elle lui dit « J'espère que tu n'as pas la trouille devant un cadavre ». Puis elle l'amène au bout du couloir, près du corps de sa mère, allongée par terre. Carly se retourne vers BG et elle lui dit « J'en ai mis 3 dans la tête à ma mère, il m'en reste 3. Ce sera pour mon beau-père quand il rentrera du travail. » Et Carly ajoute « D'ailleurs, tu devrais partir dans le jardin te cacher parce qu'il ne va pas tarder. » Et c'est ce que fera BG. On sait qu'à ce moment-là, en attendant son beau-père dans la cuisine, Carly a saisi la caméra de surveillance et l'a mis dans le frigo pour arrêter d'être filmée. Et là, elle attend son beau-père. Et quelques minutes après, un peu avant 17 h, Yves fait son apparition. Il se gare dans l'allée de sa maison. Il sort de sa voiture
et il ouvre la porte d'entrée de la cuisine. Il ne l'a pas ouverte de plus de 20 cm quand, d'un coup, il voit un flash. Il entend une détonation. Il met les mains devant lui et sent une arme. La personne qui tient l'arme, c'est Carly. Il essaye de s'en saisir. Carly crie. Elle n'arrête pas de crier. Une deuxième balle part, puis Carly lâche l'arme, part en courant vers sa chambre et sort par la fenêtre rejoindre Bidji. Les deux s'élancent dans le jardin et sautent la clôture. À partir de là, les deux se séparent. Pendant la confrontation, Yves a été blessé. Il a reçu une balle au niveau du cou. Il saigne. Il prend son téléphone et il appelle le 911. Pendant l'appel téléphonique, on sait qu'il est en train de marcher dans la maison. Il cherche Ashley et au bout de 1 minute, il la découvre. Quand les policiers arrivent chez lui, il ouvre la porte et s'écroule au sol, dans l'entrée, sous le porche. Il explique aux policiers que c'est Carly, sa belle-fille, qui n'a à peine que 14 ans, qui lui a tiré dessus. Elle est habillée avec un jean et un t-shirt gris. Un deuxième policier trouve le corps de Ashley et il dira que son visage était recouvert d'une serviette. Ashley ne sera pas amenée à l'hôpital. Elle partira à la morgue directement. Elle a pris 3 balles dans la tête. Elle est morte. Les 3 balles ont touché. Très rapidement, Carly est repérée par l'hélicoptère de la police du Mississippi et elle est mise en état d'arrestation. Elle ne résiste pas. Elle est très coopérative. Et alors qu'il collecte sur ses mains les résidus de poudre, le policier lui demande quelle main elle a utilisée pour tirer. Elle dira la droite. Et ensuite, elle demande à un policier si Yves va bien. Et celui-ci répond qu'il ne peut pas parler encore. Carly est incarcérée et vu la violence du crime, la décision est prise qu'elle sera jugée comme un adulte. Elle est accusée de meurtre au 1er degré sur Ashley Smiley, sa mère, de tentative de meurtre sur Yves Smiley, son beau-père, et de manipulation des preuves afin de dissimuler ses actions. La caution est de 1 million de dollars qu'elle ne peut pas payer et donc elle reste en détention. Très rapidement, ses avocats plaident non coupable pour Carly en raison de troubles mentaux, d'incapacité mentale. 5 mois après, l'État du Mississippi propose un accord à Carly Gregg. Il lui propose d'abandonner le chef d'accusation de tentative de meurtre et de manipulation des preuves, de ne garder juste que meurtre au 1er degré. Elle écoperait pour ça prison à vie, soit 40 ans au Mississippi. Mais tout ça sans possibilité de parole. Donc elle aurait 40 ans à faire sans pouvoir sortir avant. Ses avocats refusent cet accord. Et ça, c'est très très risqué. Elle a 3 chefs d'accusation pour le meurtre au 1er degré. Elle risque la prison à vie. Mais elle peut avoir la possibilité, si tout se passe bien en prison, de sortir avant, soit à la moitié de la peine. Donc, pour meurtre au 1er degré, elle pourrait prendre entre 20 à 40 ans de prison. Pour la tentative de meurtre, ce serait entre 10 et 20 ans de prison. Pour la manipulation des preuves, c'est entre 5 et 10 ans. Au mieux, elle pourrait s'en sortir avec 35 ans de prison. Au pire, ça serait 70. Mais il y a une chose aussi quand il y a plusieurs sentences qui peuvent être décidées par les jurés. C'est de savoir si les peines peuvent être faites en même temps, en concomitance, ou alors les unes à la suite des autres. C'est ce que souhaitent les avocats de Carly, que les peines soient faites ensemble. Alors là, Carly n'aurait que 20 ans à faire. Au mieux, elle pourrait sortir à 34 ans. Mais la vraie sentence, la sentence que recherchent les avocats de Carly, c'est l'hôpital psychiatrique, qu'elle soit hospitalisée plutôt qu'enfermée. Et quand le procès commence le 16 septembre, l'État est représenté par Michael Smith et Catherine White Newman. Et ils ont le fardeau de la preuve. C'est à eux de prouver que c'est Carly qui a bien commis ces actes criminels. Mais aussi, la deuxième chose la plus importante, c'est de prouver qu'elle était consciente des actes qu'elle commettait. En pleine conscience. Et ils présentent Carly comme un être froid, un tueur sans cœur. Pour la défense, c'est une autre vision des choses. L'avocat de Carly, Bridget Ott, ne nie pas que Carly a tué sa mère. Par contre, elle dit que Carly n'était pas consciente de ce qu'elle faisait, qu'à ce moment-là, elle était en pleine crise psychotique dissociative. Elle veut que Carly soit déclarée non criminellement responsable des actes qu'elle a commis.
Et le système de justice américain prévoit que les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être soignées plutôt que punies. Et c'est exactement ce que Bridget Ott cherche. La défense présente Carly comme un enfant parfait, atteint d'une maladie invisible. Et quand un procès commence, la première chose qui est faite, c'est de démontrer, d'expliquer dans quel environnement, dans quelle famille l'accusé a grandi. Et c'est la défense qui raconte la vie de Carly, car pour eux, ça a un impact important dans leur stratégie de défense, dans les troubles mentaux qu'aurait développé Carly. Et tout commence avec sa mère, Ashley Smiley, et son père, Kevin Gregg. Ashley Nicole est née en Floride en 1983. Elle a toujours voulu être enseignante et elle a fait des études pour. Quand elle a commencé à travailler, elle a fait la rencontre de Kevin Gregg. Les deux sont sortis ensemble et se sont mariés. Très rapidement, Carly arrive au sein du foyer. Les trois sont heureux malgré le fait que Kevin est atteint de bipolarité sévère. Mais il est traité, tout va bien. En 2011, 2 ans après la naissance de Carly, ils ont un autre enfant qui s'appelle Nathalie. Mais à l'âge de 2 ans, Nathalie décède d'un problème congénital. Aucune personne dans cette famille ne sortira indemne de ce décès. Ashley va faire une dépression, ce qui va jouer sur Carly, qui à cette époque-là n'a que 4 ans. Et Kevin décide d'arrêter les médicaments pour sa bipolarité. Quelques mois après ça, le couple part en éclats. Kevin devient violent. Il tombe dans une grosse dépression, avec des hallucinations. La famille s'enferme dans la tourmente. Kevin est ingérable, ce n'est plus le même homme. Et à un moment donné, 1 an après la mort de Nathalie, Ashley part en pleine nuit avec Carly sous le bras et elle change d'état pour faire une nouvelle vie. Arrivée au Mississippi, Ashley s'installe. Ashley s'est trouvé un très bon travail. Elle est prof de mathématiques au collège-lycée de Rankin. Ils font de la 6e à la terminale. Elles sont toutes les deux avec sa fille. Et Ashley est une très bonne mère. Et elle s'en sort très bien. Dès qu'elle peut, elle commence à faire les papiers pour le divorce d'avec Kevin Gregg. Elle essaye aussi d'avoir tous les droits parentaux sur Carly. Et le temps que tout cela se fasse, pendant les 2 années qui suivent, Carly sera en contact avec son père, qui, en plus de ne plus soigner sa bipolarité, s'est mis dans la drogue. À l'âge de 9 ans, Ashley amène Carly chez le psychiatre. Elle se sent triste, angoissée. Il s'avère que c'est surtout à cause des visites avec son père. Mais tout cela a pris fin. Carly dira aussi pendant ses séances chez le pédopsychiatre qu'elle entend des voix qui lui disent qu'elle est la meilleure. Au bout de quelques semaines, et le fait de ne plus voir son père, le problème de Carly est réglé. En plus, Ashley a rencontré Eve Smiley. Les 3 habitent ensemble. Tout se passe bien. En 2020, ils se marient. Ensuite, c'est au tour de Eve Smiley de prendre la parole. Et lui, il va expliquer l'histoire de la famille de 2020 à 2024. La première chose qu'il dit, c'est que Ashley était une femme admirable, une très bonne mère. Elle avait un grand sens de la famille. Et dès le début, il souhaitait partager avec elle cette famille. Et il décrit aussi Carly. Il dit que c'était une enfant loyale, gentille, très douce. Il n'y avait jamais de problème avec elle. Et très rapidement, pendant son témoignage, on se rend compte qu'il est du côté de Carly, qu'il n'est pas du tout du côté du procureur. Il minimise beaucoup de faits de Carly. Et après toute cette emphase sur Carly, la procureure lui demande s'il se rappelle de l'événement qui s'est passé en 2020. Carly a amené à l'école, alors qu'elle était en 6e, un couteau. Le procureur rappelle qu'elle a été obligée de suivre des cours pendant 1 trimestre dans une école alternative, où elle a bénéficié d'une aide particulière et aussi d'une aide psychologique. Le psychologue qui a pris en charge Carly dans l'école alternative dira que l'affaire du couteau a été traitée de manière disproportionnée. Pour lui, Carly n'est pas du tout un danger. Après ce trimestre, elle revient dans son école normale. Et tout va bien. Eve Smiley continue et face à la procureure, il ne se démonte pas. Il dit que Carly était très gentille, que sa mère Ashley était fière d'elle. C'était aussi une élève extraordinaire. Elle a sauté une classe tellement elle était en avance. Elle a sauté la 5e. Et puis elle a été élue pendant 2 ans d'affilée la meilleure lycéenne de l'école. L'incident du couteau est vite oublié.
Pourtant, le procureur lui rappelle que dès avril 2023, Carly semble se rebeller envers sa mère. Mais il répond de suite. Il dit que elle vient d'avoir 13 ans. Lui et Ashley pensaient immédiatement à la dure épreuve qui les attend. Pour eux, Carly débute les émotions typiques d'une préadolescente. Et il ajoute que depuis 2023, elle avait plus d'anxiété, plus de stress. Mais il pense que c'était lié à l'histoire avec son père, Kevin Gregg. Et il raconte au juré que Carly disait se rappeler de ce que lui faisait subir son père. Elle en avait peur et elle avait passé toute une visite sous le lit, tellement elle avait peur de son père. Pour Yves Smiley, le stress et l'anxiété de Carly étaient dus à son père biologique. Et Ashley aussi avait très peur de Kevin. Les deux avaient peur qu'il revienne. Et c'est pour ça que Ashley avait en permanence sous son lit, sous son matelas, un revolver chargé, au cas où il viendrait pour les agresser, pour se venger. Yves reconnaît quand même que depuis 2023, Carly était devenue plus indépendante, autonome. Elle ne supportait plus que quelqu'un la contrôle. Et pour lui, c'était normal. Alors le procureur rappelle à Yves tout ce que la police a trouvé durant son enquête. Comme elle avait un couvre-feu du téléphone portable qu'elle devait poser à partir de 19 h sur le comptoir de la cuisine pour ne pas l'utiliser la nuit ni le soir, Carly avait trouvé un autre moyen. Elle s'était acheté un téléphone jetable. Elle n'arrêtait pas de texter et d'appeler la nuit ses amis, et surtout son petit copain. Le procureur rappelle aussi à Yves qu'il lui est arrivé à Carly de faire le mur. Carly ne s'arrête pas là. Elle crée aussi des faux profils sur les réseaux sociaux. Et depuis février 2024, elle fume de la marijuana. Yves admet qu'il ne savait pas tout ça. Mais il y a une chose qu'il ne va pas admettre, ce qui semble complètement incohérent. C'est à la question de la procureure quand elle lui demande si Carly se mettait des fois en colère. Il répondra que non, jamais. Et pourtant, cela semble un petit peu fou qu'une adolescente de 14 ans ne se mette jamais en colère. On apprend aussi qu'en août 2023, Carly s'est plaint à sa mère d'insomnie. Elle a été vue par un médecin qui l'a mis sous mélatonine. Et cela a fonctionné. Elle s'est remise à dormir. En janvier 2024, Ashley avait pris rendez-vous dans une clinique spécialisée pour les problèmes de santé mentale chez les adolescents. Elle disait que sa fille faisait souvent des crises et que Carly se sentait elle-même anxieuse. Elle sera prise en charge par Olivia Lebec et la psychiatre Rebecca Kirk. Les deux vont suivre Carly jusqu'au drame. Quand ils prennent en charge Carly, ils vont lui prescrire du Zoloft. C'est un antidépresseur. Parce qu'ils ont un diagnostic de troubles de l'adaptation situationnelle, accompagné de dépression modérée. Les troubles de l'adaptation situationnelle sont assez fréquents chez les ados. Cela signifie que Carly a du mal à adapter ses émotions, le degré de ses émotions. C'est-à-dire que les émotions de type joie, tristesse, anxiété, colère l'envahissent plus que de raison. Quant à la dépression modérée, cela n'inquiétait pas du tout la psychologue et le psychiatre. Et quand elle commence le Zoloft, c'est avec la dose la plus basse. C'est une dose de départ, qui est en fait un dosage qui correspond très bien au poids et à l'âge de Carly. En février, un mois après le début du Zoloft, quand ils évaluent son état pour voir si sa dépression a baissé, Carly dit que ce n'est pas le cas. Elle se sent toujours un petit peu déprimée. Donc le psychiatre va monter sa dose à 50 mg, qui est la dose normale pour son âge et son poids. Ce que ne dit pas Carly, c'est qu'à ce moment-là, elle a commencé à prendre de la marijuana. Mais la chose la plus importante que va dire la psychiatre, c'est qu'à chaque fois qu'elle l'a vue, c'est-à-dire une fois par semaine, elle lui a posé les mêmes questions. Et Carly n'a jamais dit qu'elle avait des hallucinations ou même des pensées intrusives. La seule chose dont elle se plaignait, c'était des colères fréquentes. Ashley Smiley, aussi sa mère, est questionnée toutes les semaines pour savoir comment va sa fille. Et elle aussi dira la même chose. Sa fille n'a aucun comportement incohérent, irréaliste. Carly dit qu'elle veut plus d'autonomie et c'est cela qui la rend extrêmement triste. Elle ne peut pas faire ce qu'elle a envie de faire. Elle se plaint aussi de ses amis qui ne sont pas aussi dévoués qu'elle, aussi engagés qu'elle. Et puis durant ces 3 mois de conversation, de consultation avec Carly,
La psychiatre relève une chose importante. C'est que pendant une session, Carly lui dira qu'elle adore un livre qu'elle est en train de lire. C'est Crimes et Châtiments. Elle a 14 ans. Et elle adore ce livre pour une raison. C'est que le personnage principal de ce livre pense que des actes immoraux peuvent être justifiés si les individus qui les effectuent sont extraordinaires et que c'est pour le bien de tous. Le 12 mars 2024, soit une semaine avant le meurtre de Ashley, Carly se plaint à sa mère qu'elle se sent comme un zombie, qu'elle se sent ralentie. Ashley l'amène directement chez la psychiatre. Toujours les mêmes questions sont posées. Carly n'a pas d'hallucination, elle ne dit pas qu'elle fume de la marijuana, et donc le psychiatre et la psychologue décident de changer son traitement. À la place du Zoloft, ils veulent mettre du Lexapro, qui est aussi un antidépresseur. La psychiatre pense qu'elle ne tolère pas le Zoloft. Elle explique bien à Ashley et à sa fille qu'il ne faut pas arrêter le Zoloft d'un coup. Donc elle leur fait une prescription dans laquelle pendant une semaine le Zoloft est baissé petit à petit alors que le Lexapro est monté. Un détective viendra à la barre pour dire qu'ils ont retrouvé le Zoloft. Carly n'a pas pris son Zoloft. Elle a arrêté son antidépresseur d'un coup. Et il y a une chose très importante, c'est qu'il ne faut jamais arrêter les antidépresseurs d'un coup. Cela peut entraîner des troubles mentaux, passagers, mais quand même. Lors de ce procès, je vous évite toutes les preuves qu'il y a pour incriminer Carly du meurtre de sa mère. Personne n'en doute pendant le procès et le procureur prouve à 100% que c'est elle qui l'a fait. Ensuite, l'État a demandé à un psychiatre spécialisé dans la criminologie de voir Carly, de l'évaluer. Et c'est le docteur Jason Pickett. Et lui, il va faire un profil très peu flatteur de Carly. Il a parlé avec elle, mais surtout, il a enquêté auprès d'elle. Il a lu son journal intime, il a fouillé sa cellule, il a visité sa chambre et il s'est fait une petite idée. Et lui, ce qui l'inquiète, c'est qu'il pense que Carly est insensible. Elle a un charme, mais superficiel. Pour lui, elle a manipulé ses parents. Et d'ailleurs, elle a même essayé de le manipuler. Il a trouvé dans sa cellule des notes qu'elle avait prises pour essayer de manipuler des gens. Le docteur Jason Pickett, même s'il parle un petit peu de psychopathie, il insiste sur le narcissisme de Carly. Un narcissisme important pour son âge. Et le procureur lira le journal intime de Carly. Et Carly écrit « J'ai choisi l'arme à feu parce que c'est puissant, beau et mortel. » Il y a une autre phrase aussi qui dit « Vous n'avez pas besoin d'avoir une famille et c'est ok d'être un démon. » Et pour finir, le procureur explique que si Carly n'avait pas été consciente de ses faits et de ses gestes, alors elle n'aurait pas caché le pistolet dans son dos. Elle fait même attention quand elle est assise sur le tabouret que le chien qui passe derrière elle ne fasse pas tomber le revolver. Pour elle, Carly est en pleine conscience de ses moyens. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle sait la différence entre le bien et le mal. Quand c'est au moment de Bridget Ott et de son confrère, dont j'ai oublié le nom, il rappelle à tous que l'État insinue que Carly fumait de la drogue, de la marijuana. Sauf que dans les prises de sang qu'elle a fait, au moment de son arrestation, il n'y a pas de THC, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Donc, pour la défense, l'État n'a aucune preuve qu'elle ait fumé de la marijuana. Ensuite, il rappelle que Yves Smiley, qui adorait sa femme, défend Carly. Et quand il raconte ce qui s'est passé, il est la preuve même que Carly était dans un état second. Parce que Yves dit que quand il est rentré dans la cuisine, qu'il a ouvert la porte, quand il a vu Carly, celle-ci ne l'a pas reconnue. Il a témoigné qu'au moment de l'agression, ses pupilles étaient dilatées, qu'elle criait. Il pensait qu'elle avait vu un démon. Il a même cru que dans la maison, il y avait un intrus et que c'est pour ça qu'elle avait eu aussi peur. Pour lui, il ne l'avait jamais vue dans un état pareil. Et d'ailleurs, il n'a jamais vu personne dans un état comme ça, aussi grave, aussi apeuré. Yves est la preuve pour la défense que Carly était dissociée pendant les événements tragiques. Carly, à ce moment-là, ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal. Elle ne reconnaissait pas Yves Smiley, son beau-père. Et puis, Carly leur a dit qu'elle ne se rappelait plus de rien.
Elle se rappelle être sortie promener les chiens et après c'est le trou noir. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle s'est réveillée en prison. Et puis eux aussi, la défense, ils amènent leur psychiatre qui a vu Carly plusieurs fois pendant ces mois d'incarcération. Et lui aussi, il a une autre version de la santé mentale de Carly. Il explique que d'après lui, Carly voulait faire plaisir à sa mère. Quant à la marijuana, les téléphones prépayés, la fugue la nuit, c'est un comportement d'adolescent. Mais 6 semaines avant les faits, elle lui aurait dit qu'elle était devenue boulimique, qu'elle avait des hallucinations, qu'elle ne dormait plus la nuit. Et aussi, elle se mutilait. Le docteur Andrew Clark l'a diagnostiquée comme bipolaire. Tout comme son père, il dira. Elle a passé sa vie à avoir peur d'avoir la même maladie que son père. Et quand elle a eu les premiers signes, Carly s'est effondrée. Il pense profondément que c'est à cause des médicaments que Carly est passée à l'acte. Le changement de médicaments entre le Zoloft et le Lexapro a accentué les traits de sa maladie. Pour lui, c'est une intoxication involontaire aux médicaments. Elle a eu des effets indésirables. Et quand Bridget Ott finit son argumentation, elle dira que ce jour-là, le 19 mars, il y a eu 3 victimes. Ashley, Yves et Carly. Le vendredi 20 septembre, en début d'après-midi, les jurés partent délibérer et 2 heures après, ils reviennent avec un verdict. Carly Gregg sera déclarée coupable pour les 3 chefs d'accusation. Et c'est le juge qui donne la sentence. Pour le meurtre de Ashley, c'est prison à vie, sans possibilité de parole, soit 40 ans. Pour la tentative de meurtre sur Yves, elle prend 20 ans, avec parole. Pour la manipulation de preuves, 10 ans, avec parole. Carly devra rester 55 ans en prison. Ses avocats, dès la fin du procès, font appel sur la sentence. Voilà, c'était l'histoire triste de la famille Smiley et Carly Gregg. L'histoire d'un adolescent tueur. Et j'attends de savoir ce que vous ressentez par rapport au verdict et à la sentence. Mais sachez qu'un adolescent ou un enfant qui essaye de tuer son père et sa mère, c'est extrêmement rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est que ça soit une fille qui fasse ça. Je vais vous donner mon avis aussi par rapport au verdict et à la sentence. Je ne pense pas que Carly soit bipolaire. De tous les psychiatres qui ont été appelés à la barre, je trouve que le docteur Clark Andrew a été le moins professionnel. Il était très impliqué. Et pour moi, Carly n'avait pas de trait bipolaire. C'était une adolescente qui était frustrée, en colère, et peut-être quand elle était jeune, quand elle entendait des voix qui lui disaient qu'elle était la meilleure, peut-être que c'était elle qu'elle entendait, elle qui se parlait. Je crois qu'elle avait des traits narcissiques. Mais tout ça n'est que spéculation. En plus, il est extrêmement dur de faire un diagnostic sur un enfant. Mais pourtant, Ashley, quand elle appelle l'aide psychiatrique, c'est parce que sa fille fait des colères. Quoi qu'en dise le beau-père. Carly devait être souvent frustrée. Elle se mettait en colère, elle ne voulait pas qu'on la contrôle. Et d'ailleurs, elle le disait au psychiatre, elle disait qu'elle voulait être autonome, faire ce qu'elle voulait. Et elle devait aimer se mettre dans la peau de personnages extraordinaires. Et elle n'avait pas vraiment envie d'être avec des amis ordinaires. Carly était en pleine construction de son image et elle se mettait sur un piédestal. Et je crois que la fouille de sa chambre, ça a été la goutte d'eau. Mais dans tout ça, ce qui est le plus grave, c'est que dans cette maison où il y a une ado qui a des problèmes, qui est en colère, qui se sent mal, on laisse à sa portée un pistolet chargé. Pour moi, c'est la plus grosse erreur. Ashley a tout fait pour sa fille. Elle l'a fait suivre au niveau de la santé mentale. Mais elle n'a jamais pensé à enlever ce pistolet. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire et si vous avez aimé passer du temps avec moi. Même sur la partie du procès. Dans tous les cas, dites-moi-le dans vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.